Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une mise au point que j'estime très importante si on veut avancer. Souvent, j'entends dire que l'on peut débattre de l'écologie, qu'il faut donner la parole à celles et ceux qui agissent pour la planète, et que même les climato-sceptiques ou climato-réalistes, comme ils aiment s'appeler désormais, ont le droit de s'exprimer. Tu sais, c'est la fameuse liberté d'expression qui est si chère à nos chers compatriotes. Il y a un problème majeur à ce raisonnement appliqué à l'écologie, à la lutte contre les menaces de notre siècle, et globalement tout ce dont je parle dans ce podcast. C'est que, ici, on ne parle pas d'idées ou d'opinions, mais de faits prouvés, étayés et argumentés. La science ne se discute pas. Je ne suis pas là pour débattre sur les faits, les constats ou les chiffres. Par contre, sur les solutions, oui, mais pas sur la réalité du terrain. Sur les faits incontestables, je suis là pour expliquer, éveiller, sensibiliser. C'est d'ailleurs le rôle de toute personne engagée. Donc, quand un climato-sceptique ou climato-réaliste souhaite débattre, c'est non. Je veux bien lui expliquer, l'éduquer, mais pas débattre, car l'écologie, l'extinction massive des espèces et la catastrophe climatique ne sont pas des opinions ou des croyances. En laissant sous-entendre qu'on peut ne pas être d'accord avec l'urgence écologique et climatique, on laisse planer un doute. Mais de doute, il n'y en a guère. Le consensus scientifique, c'est-à-dire plus de 97% des scientifiques qui travaillent sur ces sujets, sont d'accord sur l'origine très majoritairement humaine du changement climatique et de ses conséquences. On appelle ça son origine anthropique. Sur la prospective et les prévisions, plus précisément sur l'avenir sombre qui nous guette si nous ne nous soulevons pas en masse contre l'effondrement qui a déjà commencé, il n'y a pas non plus beaucoup de débats à avoir. Certes, il y a les positions extrêmes, comme celles des collapsologues, Yves Cochet, Pablo Servigne ou encore Vincent Minero, et il y a les positions plus optimistes, du GIEC, de Greta Thunberg, et globalement de l'écologie mainstream. Je dis optimiste, ça pourrait peut-être en choquer quelques-uns, quelques-unes, mais c'est bien optimiste, par rapport à ce qu'annoncent beaucoup d'autres experts. La réalité est donc forcément quelque part entre si on ne change pas radicalement, ça va être la merde pour tout le monde dans une dizaine d'années, et ça va être vraiment la merde pour tout le monde dans une dizaine d'années. Les seuls débats viables concernent les solutions, en fait. Prenons un exemple. L'empreinte carbone gigantesque de l'avion sur le climat n'est plus à discuter. Le constat est unanime, prendre l'avion une fois dans l'année nous place déjà au-dessus des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre annuels pour rester sous les 2 degrés d'ici 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est notamment les accords de Paris sur le climat qui ont fait remarquer ça. Personne ne peut nier que l'avion est l'ennemi du climat, tous les chiffres sont là et les conclusions sont sans appel, je te mets quelques liens en description, qui t'aideront à te défendre contre le fameux « mais l'avion c'est que quelques pourcentages par rapport aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial », certes. Alors, à partir de là, à partir de ce constat, que faire ? Plusieurs options peuvent être débattues. Il y en a 5 que je retiens. Arrêter totalement l'avion à titre individuel. Premièrement. Alors c'est bien, mais c'est contraignant, c'est parfois mal vu, difficile à faire accepter en société, et surtout, la majorité des gens qui ont l'habitude de prendre l'avion, qui ne sont bien sûr pas la majorité en France, ne vont pas arrêter du jour au lendemain. Ils se trouveront des excuses, ils croiront que c'est pas si grave que ça, ils essaieront de se rassurer, ou alors ils font comme si de rien n'était. Deuxième option, militer pour faire interdire l'avion, mais c'est compliqué, c'est peine perdue même, car les compagnies aériennes, comme Air France, sont extrêmement lucratives, et elles ont une grande importance pour les États, sans même parler des compagnies de voyage, des agences de voyage, et de tout ce secteur du voyage en général, du tourisme, qui dépend énormément de l'aviation. Troisième solution, encourager la recherche et le développement d'avions moins polluants, comme l'avion à hydrogène ou l'avion électrique, qui sont en développement, dont on entend parler dans les médias tech. Le problème, c'est que ce n'est pas pour demain, et que dans 15 ans, il sera déjà bien trop tard pour le vivant et pour l'avenir de notre espèce, si tout continue comme aujourd'hui. Alors on peut pas laisser voler les avions comme si de rien n'était pendant encore quelques décennies, et attendre, peut-être, qu'un avion magique, qui n'émet pas ou très très peu de gaz à effet de serre, arrive. Quatrième idée, changer notre vision du monde, parce que si tout le monde ou presque a envie de prendre l'avion aujourd'hui,
c'est pas inné, c'est pas du tout une envie qui nous vient naturellement, c'est la faute du marketing qui a rendu sexy et même normal le voyage à l'autre bout du monde. Tout ça c'est une culture. Il y a un siècle, personne ou presque ne voyageait à l'autre bout du monde, et ce pendant toute sa vie. Les gens étaient-ils plus malheureux? Pas sûr, bon, en tout cas, c'est pas ça la raison qui faisait qu'ils étaient plus malheureux. Les influenceurs voyagent, les voyagistes en général, les compagnies aériennes, et en gros tous les acteurs de ce marché très lucratif qu'est le tourisme pourraient donc arrêter de marketer le voyage en avion et de faire croire qu'il faut faire le tour du monde pour être heureux. On sait que c'est faux, et pourtant, quand on parle de bucket list, qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie? On voit encore beaucoup de gens qui veulent aller en Asie, qui veulent aller aux États-Unis, qui veulent aller loin, et pour ça, ils sont pas forcément prêts à prendre la voiture, et encore c'est pas la meilleure solution, mais en tout cas ils veulent prendre l'avion, parce que c'est ce qui va le plus vite, ce qui est le moins cher, ce qui est logique d'un point de vue purement rationnel, sans prendre en compte les contraintes écologiques. Mais on peut plus agir comme ça. Une cinquième alternative, c'est la compensation carbone. Tu sais, payer un supplément de ton voyage pour rendre ton voyage neutre, entre guillemets bien sûr, neutre en émissions, notamment en plantant des arbres. Alors cette méthode est de plus en plus populaire, malgré tous ses défauts et notamment la déculpabilisation ou l'effet rebond que je t'invite à regarder, qu'elle entraîne. C'est un début. Bon après, voilà, elle a ses défauts. Voilà donc 5 solutions qui pourraient résoudre en grande partie le problème majeur de l'avion. Et encore, il y en a de nombreuses autres qu'on n'a pas évoquées. Mais tout ça pour dire que si les constats de l'avion, des émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation civile ne se discutent pas, par contre sur les solutions, il doit y avoir un débat. C'est comme ça qu'on avancera en fait, c'est pas en débattant sur est-ce que c'est vrai que l'avion c'est vraiment pas bien, est-ce qu'on abuse pas un peu, est-ce que les chiffres sont pas exagérés, est-ce qu'on donne pas une trop grande importance à l'avion, alors qu'il y a d'autres secteurs qui méritent d'être plus mis en avant dans la lutte contre le changement climatique et la pollution. Certainement, mais en fait, c'est pas du tout le débat. Ce débat-là, il l'empêche d'avancer, il l'empêche de chercher des solutions. Et ce podcast, tout comme l'écologie, la vraie, doit être orienté solution. Parce que les problèmes, on les connaît, ça fait depuis le rapport Meadows au Club de Rome dans les années 60, qu'on connaît les problèmes. Bon là, au cours des 60 dernières années, on a pas mal avancé sur le sujet, 50 dernières années d'ailleurs. Et aujourd'hui, il suffit de faire une recherche Google pour avoir conscience des problèmes, avoir les chiffres, avoir vraiment l'état des lieux en fait. Il n'y a plus de débat à avoir, évidemment, on peut toujours nier en fait ce que font les complotistes sur à peu près tous les sujets importants en fait de la société. Mais les faits sont là, la science est là, et on peut pas aller à l'encontre de ça. Donc en résumé, si les constats ne se discutent pas, les solutions doivent l'être, c'est comme ça qu'on pourra faire bouger les choses. Inviter et donner la parole aux climato-sceptiques, c'est totalement contre-productif. Écouter ce que pensent les gens qui n'y connaissent rien, ça ne sert à rien non plus. Donc demander leur avis à des gens dans la rue, ça n'a aucun impact en fait, aucun impact positif. Effectivement, la Convention citoyenne pour le climat, donc tous ces citoyens tirés au sort, a été utile, mais c'est parce qu'ils ont tous été formés pendant très longtemps, pendant des mois, sur les vrais problèmes. Et ça, c'était pas du tout le débat. Eux, ils étaient là pour proposer des solutions, pas pour dire moi je pense que le changement climatique n'est pas si grave que ça, ou quoi. C'était vraiment un débat sur les solutions, et c'est vers ça qu'on doit avancer. Pour revenir sur un éventuel débat entre un climato-négationniste, donc qui nie le rôle de l'humain dans la catastrophe climatique et écologique, et un militant écolo, ou même une personne raisonnablement informée, ce serait un peu comme un débat entre un platiste et toi. T'aurais beau lui expliquer que la Terre est ronde, que tout le monde le sait depuis très longtemps, et qu'il y a toutes les preuves à disposition, il te répondra que c'est un complot, qu'on nous ment, et que tu es très naïf, ou naïve. Pas très constructif, n'est-ce pas? Eh bien, l'écologie, c'est similaire. On a les faits, mais certains les nient, et il ne faut surtout pas leur laisser la parole, au risque de ralentir la prise de conscience globale et le changement au niveau sociétal. Le principal problème de l'écologie, c'est le manque d'information et d'éducation sur le sujet. Je pense à titre personnel qu'il faudrait y consacrer au moins 1 heure par semaine dès l'école primaire. Ce serait un bon début pour construire une génération qui soit consciente de ce qui se passe, parce que franchement, j'ai fait une école de commerce, j'en suis pas spécialement fier, c'est juste un fait. Et le nombre de personnes qui n'étaient pas du tout au fait de la situation, c'est choquant en fait de voir que la pseudo-élite, les futurs dirigeants du pays, ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe vraiment au niveau écologique, donc au niveau en fait de la vie sur Terre. C'est vraiment inquiétant. On ne nous en parle pas en fait, on nous parle, même en école de commerce donc, on nous parle de développement durable, de RSE,
d'économie sociale et solidaire, donc c'est juste l'écologie appliquée au business. Donc c'est pas la vraie écologie déjà, premièrement, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et deuxièmement, on ne parle pas de la crise, la vraie crise. On nous parle évidemment de la crise économique, mais c'est pas ça la crise la plus grave. La crise la plus grave, c'est la crise climatique et la crise écologique. C'est la même crise, mais c'est deux manières différentes de l'appeler. Et je vais finir cet épisode avec une punchline choc mais éloquente de ma composition. Contrairement à la religion, à l'économie et à la politique, l'écologie n'est pas une croyance. Elle est ce qu'il y a de plus réel, de plus terre-à-terre au monde. Allez, je te laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.